Bonjour à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire dédié au conseil sur la prise en compte des ESR. Donc, ce webinaire vous est proposé par le PCN Climat Énergie en collaboration avec le PCN juridique et financier et le PCN du cluster 2. Cet atelier vous permettra de mieux cerner les attentes des évaluateurs et de tirer profit de leur analyse afin de retravailler votre projet et le soumettre à nouveau. Je vous précise que ce n'est pas un webinaire sur le processus d'évaluation, ni l'écriture des ESR, et ni sur l'écriture d'une proposition. Donc, avant de démarrer notre webinaire, je vous rappelle juste quelques règles, nous sommes nombreux. Donc, merci de couper vos micros et caméras si jamais elle s'est activée. Et puis, vous pourrez poser vos questions via Slido. Fanny vous a mis le lien dans la conversation et on vous le rappellera tout à l'heure. Donc, nous avons prévu aussi un temps d'échange à l'issue de notre présentation. Et le webinaire est bien enregistré et le replay sera disponible sur notre site ainsi que la présentation. Donc, pour vous connecter sur Slido, donc vous pouvez passer directement via le lien dans la conversation et vous pouvez aussi passer via le QR code qui est affiché sur votre écran et ensuite aussi aller directement sur le site slido.com en notant la référence qui est indiquée sur le support. Donc, au programme, nous avons un rappel sur le processus d'évaluation, quelques conseils à suivre et les éléments à éviter. Nous ferons une pause vers 14h30 et puis nous ferons un focus sur les trois points faibles identifiés et comment mieux les appréhender suite à une analyse de certaines ESR. Nous avons prévu un temps d'échange et puis nous conclurons sur vos besoins et vos attentes lors de prochains dispositifs. Donc, nous allons pouvoir lancer le Slido. Donc, je ne sais pas si une de mes collègues peut activer le lien. Je vais également flasher le... Voilà, merci. Marilyn, tu devrais voir le Slido. Oui, c'est bon pour moi, merci. Donc, vous pouvez normalement... voilà, juste un petit mot, un petit icebreaker pour chauffer les esprits et se mettre en condition de webinaire. Donc, je vois que l'humeur est plutôt joyeuse. En plus, moi, j'ai un beau soleil dans le nord, donc je ne sais pas pour vous, mais j'espère qu'il en est de même. Ah, je vois un deuil président. Bon, très bien, on le note. En tout cas, j'espère que ça ne va pas entamer le moral des troupes pour ce webinaire. Au contraire, on espère que votre morale sera meilleure après ce webinaire qu'il ne l'est maintenant. Voilà, c'est ça, notre objectif, je dirais, latéral de ce webinaire, en espérant vous donner une meilleure énergie. Comment je pourrais reprendre après le contrôle de la présentation? Là, je ne vois plus, moi. Du coup, je vois que Slido. Oui, après, je pourrais départager mon écran. Et... Ça marche, merci. Bon, écoutez, je vois plein de bonhommes joyeux, donc ça me met d'humeur. On peut lancer maintenant la question sur votre domaine d'activité afin de mieux vous connaître, voir si vous êtes plus du domaine de la recherche ou plus dans l'animation de réseau ou dans les fonctions support pour accompagner nos porteurs de projets. Donc, beaucoup de fonctions support à la recherche académique. Un petit peu de pôle de compétitivité, un petit peu de chercheurs, un petit peu de la recherche et développement du secteur privé. Donc, on est quand même majoritairement sur la fonction support, ce qui est finalement cohérent un peu. On est vraiment pour comprendre un peu ces ESR pour mieux accompagner nos porteurs de projets. Donc, la cible est bonne, si je puis dire. Donc, est-ce que tout le monde... Je vois que 77 personnes. J'attends un petit peu, je vois que ça bouge encore. Donc, en tout cas, merci de votre contribution à nos questions. Donc, on va pouvoir, du coup, poser la dernière question pour cette partie. En effet, est-ce que avez-vous l'habitude d'utiliser les ESR? Voir un petit peu, ou juste simplement, vous attendez juste le résultat et puis après, vous les mettez de côté. Surtout quand la déception est là, ce qu'on peut comprendre.
Donc, quand même une analyse fine, hein, pour la majorité des personnes. Et puis, bon, c'est bien, on pourra interagir du coup lors de la session d'échange, voir un petit peu comment on peut bien répondre à vos attentes dans de prochains ateliers. Je vois que Louise a un souci de son côté. Je ne sais pas. Non, c'est bon, c'est quelqu'un qui disait qu'il y avait peut-être un clignotement, mais c'est bon, moi je vois très bien tout. Donc, moi aussi, j'ai pas de souci. Ok. Bon, écoutez, je vous remercie pour cette participation. Et puis, on va commencer la présentation. Fanny va vous présenter le processus d'évaluation. Juste un petit, je ne vois plus le support. Vous, de votre côté, Fanny, tu le vois? Non, il faut que tu le repartages en effet, en fait. Du coup, faut que j'aille, parce qu'il était dans la dans le... Je le partageais pas, je l'avais mis dans le... Oui, mais que tu le partages que tu partages ton écran ou bien que tu le charges, il faut de toute façon le remettre chaque fois. J'ai pas trouvé de moyen magique de faire. Désolée pour cette petite, ce petit... Ah bon, l'intégration des... on est allé très loin dans... Ah non, mais c'est pas là. Excusez-moi. C'est pas le bon... Excusez-moi, je vais juste partager un autre problème de... donc, je vais reparcourir. Je suis désolée pour ce petit contretemps. Si tu me dis si jamais... Non, j'ai été trop vite sur le fichier, du coup, je dois le remettre et normalement, ça doit être le... Moi, ça m'arrive tout le temps aussi quand c'est moi qui présente. C'est pas drôle. On sent que je maîtrise le webinaire Teams. Bon, c'est... Et voilà, c'est on apprend. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, maintenant, je saurai comment faire pour les prochaines sessions. Merci. Je prends le contrôle du coup, comme ça je passe le slide. Ça marche. Merci Marilyn. Merci. Du coup, bonjour à tous. Donc effectivement, on va commencer par des informations un peu générales pour vous rappeler la procédure d'évaluation des projets Horizon Europe. Vous savez certainement que les propositions dans le cadre du programme sont évaluées, sauf exception, avec 3 critères principaux qui sont l'excellence, d'une part, l'impact, d'autre part, et enfin la qualité et l'efficience de la mise en œuvre des propositions. Donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais effectivement, je disais attention aux exceptions puisque les critères, les sous-critères, les pondérations sont différentes en fonction du programme de travail qui s'applique à votre appel à projet. Ces projets sont évalués par des pairs. Cela veut dire que des comités d'experts indépendants sont mobilisés par la Commission européenne, les fameux experts évaluateurs. D'ailleurs, c'est toujours une façon de vous rappeler de candidater vous-même ou d'appeler vos chercheurs et spécialistes à candidater à être experts évaluateurs via la base de la Commission européenne. Vous trouvez toutes les infos sur le site français pour cela. Le processus d'évaluation peut se dérouler en une étape plus généralement ou bien en 2 étapes. C'est assez limité, mais je pense que c'est amené à être un peu plus prégnant dans les work programmes qui vont venir. Et le temps pour l'évaluation, il est aussi défini précisément puisque la Commission européenne s'est engagée depuis maintenant la programmation précédente à ne pas dépasser 5 mois de temps d'évaluation. À ce à quoi s'ajoutent 3 mois en fait de contractualisation ou de préparation du contrat de financement lorsque celui-ci est accepté par la Commission européenne. Donc on parle de 8 mois maximum en tout et c'est une limite supérieure. Donc il y a des cas où la Commission en fait est plus rapide et s'il n'y a pas vraiment de problème spécifique, voilà, on peut être bien en deçà de ce temps-là. C'est ce qu'on appelle le time to
to ground, peut-être que vous avez déjà entendu cette expression. Donc ça, c'est pour les critères un peu généraux. Des choses aussi à noter qui ont été changées justement par rapport à la programmation précédente, mais maintenant, je pense que vous avez l'occasion de le remarquer. Pour la plupart des propositions, donc le modèle des instruments RIA et IA, la part B, donc l'annexe technique, fait 45 pages maximales désormais. Encore une fois, sauf exception propre à la partie du programme concerné, avec moins d'informations demandées, moins de redondance. Voilà, et puis une notion aussi qui s'est intégrée, qui ne concerne pas la thématique énergie a priori, mais une notion de portefeuille de projet plutôt pour les appels du Conseil européen de l'innovation, mais aussi pour les appels qui sont lancés dans le cadre des fameuses missions. Donc voilà pour les critères vraiment généraux pour l'évaluation des projets. Donc oui, donc du coup, des nouveautés encore qui sont indiquées dans cette seconde diapositive. Donc je le disais, la taille des propositions a été réduite. 45 pages maximum donc pour les RIA IA. Ici, c'est indiqué, donc effectivement, on a 30 pour les propositions CSA, donc Support and Coordination Action. Voilà, pour les grandes lignes. Il y a aussi des choses qui sont mises en place de manière expérimentale par la Commission européenne, ce qu'on appelle le droit de réagir, en anglais Right to React. Ça s'applique aux appels en une étape. Et c'est vraiment des pilotes qui vont être lancés sur quelques appels. Donc, voilà, si vous avez envie de plus d'informations, mais on n'a pas forcément les modalités encore très précises de ces choses-là, ça va se mettre en place. Et l'évaluation à l'aveugle, donc l'anonymisation aussi des propositions, là aussi, ça fait l'objet d'un pilote et d'expérimentation de la part de la Commission européenne. Et l'approche en portfolio, je viens d'en parler. Donc, le processus d'évaluation, voilà, si on devait le schématiser, il se déroule de la sorte. Donc, une fois donc, la proposition reçue par la Commission européenne, les propositions sont attribuées aux fameux experts évaluateurs dont je vous parlais à l'instant, qui réalisent chacun. Alors maintenant, depuis la pandémie, vous doutez bien, c'est à ma connaissance toujours à distance, donc chacun prend connaissance des propositions, prend un temps, le temps qu'il souhaite, mais de toute façon, en général, le timing est assez serré pour donc les analyser, les lire, mais vraiment les analyser. Et puis ensuite, il y a un consensus meeting, donc une réunion de consensus qui se fait avec l'ensemble des experts évaluateurs pour qu'ils confrontent leur notation, leur point de vue sur les propositions. À cela suit une discussion du panel. Puis enfin, cela permet donc de préparer le fameux rapport d'évaluation, donc l'Evaluation Summary Report, qui est envoyé du coup aux candidats. Donc voilà pour les grandes lignes. Et encore une fois, sauf exception, je crois que l'EIC, par exemple, pour ne pas les citer, a un processus d'évaluation qui est aussi assez différent. Ça peut être aussi le cas de l'ERC, etc. Donc voilà pour le processus d'évaluation. On vous l'explique aussi d'une autre manière dans cette diapositive. Pour vous dire que, voilà, en règle générale, on nomme 3 à 5 experts évaluateurs en fonction de la taille, de l'importance des projets, donc qui vont du coup, voilà, chacun, je le disais, évaluer la proposition, puis ensuite se réunir en consensus meeting, qui se fait aussi, je crois que maintenant tout est vraiment à distance, sauf exception de plus en plus. Voilà, et la CE nomme effectivement un référent pour l'expert, un point de contact. Voilà, auquel il peut le faire appel. Et donc là, vous voyez donc, un schéma un peu différent de celui que je vous ai présenté à la slide précédente pour vous montrer, voilà, individuellement les experts, comment ça se passe, sachant que chacun, en fait, effectivement,
commence à rédiger en fait des éléments pour et donc un rapport d'évaluation individuelle en fait. Et c'est avec fort de cette rédaction qu'ensuite ils vont se réunir lors du consensus group en fait. Donc voilà, donc ils auront déjà des éléments et après en fait ils établissent une synthèse pour arriver du coup au rapport de consensus et donc établir le SR finalisé. Voilà, donc c'est un schéma, effectivement, là, l'essai ici qui avait été établi pour H2020 et sachez que, à ma connaissance, il n'y a pas eu de bouleversement dans les procédures d'évaluation entre H2020 et Horizon Europe. Donc tout ce que vous pouviez connaître voilà, reste vrai. Voilà, je repasse la parole, je crois, à Marilyn sur ce point, sur l'explication des notes, des propositions. Oui, merci Fanny. Donc, avant de vous présenter quelques conseils sur la lecture des ESR, je vous rappelle juste le système de notation de la Commission européenne. Les notes s'échelonnent de 0 à 5 pour chaque partie, excellence scientifique, impact et implémentation. La note de 5 correspond à une proposition excellente qui pourrait contenir, à la limite, un shortcoming mineur. Puis, si la proposition a plusieurs shortcomings mineurs, plusieurs lacunes, la note peut descendre et l'évaluateur a le choix de baisser de 0,5 en 0,5 selon les lacunes. Un projet qui présente une faiblesse significative doit avoir en dessous du seuil, en dessous du threshold, et le projet ne peut être retenu. L'évaluateur explique en quoi il s'agit d'un point faible, il ne donne pas de recommandation, il évalue ce qui est écrit et argumente sa notation. L'évaluateur ne reprend pas les éléments précis de la soumission dans son rapport. Ensuite, donc, on va passer à quelques conseils. Donc, pour cela, je vous fais juste une précision sur les liens entre les priorités politiques et les résultats de votre projet. La Commission oriente les priorités liées aux politiques qu'elle élabore, comme par exemple le Green Deal qui cadre le cluster 5. De ces politiques, la Commission définit dans son plan stratégique pour une durée de 4 ans les grandes orientations stratégiques, ce sont les KSO, ainsi que les domaines d'impact. Les impacts attendus à long terme sont également intégrés dans les destinations écrites dans le Work Programme qui est pour une durée de 2 ans. Puis, dans chaque topic, les résultats, les effets escomptés sont précisés. En résumé, vous avez une vision très macro au niveau des priorités politiques européennes qui se précisent sur les expected outcomes du topic. Comme dans l'image d'un entonnoir ou d'une périmine avancée, d'une vision à long terme au niveau des priorités, nous approchons d'une vision à moyen terme dans les résultats attendus. Au niveau de votre projet, vous fixez votre ambition, vos objectifs généraux, puis vous allez mener une stratégie d'activité, de recherche, de développement, de sensibilisation, de formation qui vont produire des résultats. Ces résultats doivent contribuer aux expected outcomes du topic qui sont eux-mêmes reliés aux impacts, aux KSO ainsi qu'aux priorités européennes. Il est important de bien inscrire vos résultats dans les expected outcomes, les effets escomptés. Précisez en quoi vos résultats ont des effets positifs en termes d'impact attendu et de décrire la contribution de votre projet aux attentes de la Commission. Donc, pour avancer sur cette question, je vous ai juste remis le lien vers le plan stratégique qui est un support intéressant pour vous puissiez trouver des informations. Ils vous permettront d'écrire dans votre proposition un argumentaire qui reliera votre projet aux priorités européennes. Donc là, je vous ai illustré l'exemple pour le cluster 5. J'espère que vous voyez bien, mais c'est issu de ce rapport. Donc, pour exemple, comme KSO, l'un des KSO, c'est de faire de l'Europe la première économie circulaire neutre sur le plan climatique et durable. Vous avez de ce fait, comme grand domaine d'impact à long terme, l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, une énergie propre et abordable, le transport intelligent et durable, une économie circulaire et propre. Ensuite, on peut retrouver dans les expected impact et dans les destinations du Work Programme les éléments un peu plus précis. C'est une transition verte vers une société et une économie neutre et résiliente, un approvisionnement énergétique efficace, propre, durable, sûr et compétitif, une utilisation efficace et durable de l'énergie et des systèmes de mobilité durable neutres sur le plan climatique et des mobilités durables intelligentes et inclusives.
Donc, afin de vous aider dans la rédaction de votre proposition, vous trouvez également dans le plan stratégique des éléments sur les connexions entre les différents clusters et des éléments sur la coopération internationale qui peuvent parfois être attendus dans certains topics. Donc, Fanny vous a rappelé les grandes lignes des critères d'évaluation. Donc, sur ce slide, on vous reprécise juste que les 3 critères d'évaluation impact, excellence scientifique et implémentation. Donc, pour les outils comme ERIA et IA, ce sont dans l'excellence, on attend la clarté et la pertinence des objectifs et la description de la méthodologie qui intègre l'open science et la dimension du genre. Pour la partie impact, on a en attente la crédibilité des pathways, le cheminement pour atteindre les objectifs et impact à long terme qui sont attendus et décrits dans le Work Programme. Et on doit également décrire l'importance et l'échelle de votre impact à long terme. C'est le scale and significance. Puis, vous allez devoir décrire les mesures prises pour maximiser votre impact. Ensuite, vous avez l'implémentation qui demande l'efficacité et la cohérence du work plan, l'allocation cohérente des ressources, l'identification des risques et plan management et la capacité de votre consortium et la complémentarité des membres. Pour les CSA, la partie excellence scientifique diffère. La commission attend, en plus de la clarté et la pertinence des objectifs, une qualité, une solidité dans la mesure de coordination et des actions support. Donc, au niveau de votre projet, vous avez à construire un schéma global. Donc, nous venons de rappeler les différentes parties attendues et les différentes composantes. Vous devez veiller à garantir la cohérence et les liens entre ces différents éléments. Par exemple, si vous évoquez dans la partie excellence une méthodologie pour favoriser l'engagement des citoyens pour la transition énergétique, dans la partie impact, votre projet doit contribuer à un impact sociétal à long terme dans cette thématique, avec un changement de comportement des utilisateurs finaux. Donc, vous devez justifier cet impact et le quantifier. Donc, tout chiffre doit être cohérent et argumenté. Ensuite, dans la partie implémentation, vous devez également écrire dans le work plan des activités associant les citoyens avec des tâches et des livrables liés à cette activité. Et ensuite, allouer les ressources d'une manière cohérente. Je vous donne aussi un exemple de faiblesse assez importante retenue lors de l'analyse des ESR que nous avons faite. Si dans votre méthodologie, vous avez besoin d'une expertise dans le domaine des sciences du climat, c'est une lacune importante, c'est une grosse faiblesse si aucun membre du consortium ne possède cette expertise. Donc ça, c'est retenu et ça peut être, vous allez être en dessous du seuil dans ce cadre-là. Donc, ce schéma que vous voyez là à l'écran, ce schéma indique que tout est relié et que votre proposition doit prendre en compte cette vue globale pour garantir cette cohérence et relier les parties entre elles. Il est également indispensable de rendre le projet attractif et séduisant aux yeux des évaluateurs. On évoque beaucoup le storytelling, mais c'est un point essentiel. Vous devez raconter une histoire qui donne à l'évaluateur l'envie de lire votre projet et qui le séduise. Il faut également aérer votre proposition, l'illustrer pour en faciliter la lecture. Donc, à l'issue de notre analyse de quelques ESR dans lesquels il y avait des partenaires français, qui ont soumis des projets dans la destination 1 du cluster 5, nous avons réalisé une synthèse sur les différentes parties, sous la forme de à suivre et à éviter. Donc, pour la partie excellence, donc, vous devez définir clairement les objectifs. Ils doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et dans une dimension de temps temporelle. Vous devez relier les objectifs aux résultats attendus, avoir une méthodologie crédible, suffisamment documentée et clairement décrite, prendre en compte l'interdisciplinarité, intégrer les connaissances des parties prenantes et notamment celles des citoyens, démontrer que l'état de l'art décrire l'état de l'art et démontrer que votre proposition va au-delà de l'état de l'art, intégrer la dimension du genre dans vos travaux de recherche et également décrire vos fonctionnalités d'open science et faire des liens avec des projets déjà financés pertinents. Donc, évitez d'oublier de faire référence aux travaux antérieurs, évitez de manquer d'innovation. Il ne faut pas, la commission ne souhaite pas financer ce qui a déjà été financé, donc il faut vous démarquer. Il faut éviter de ne pas respecter le TRL attendu et éviter de ne pas être dans les attentes du topic. Donc, pour la partie impact, vous devez donc du coup respecter tous les impacts attendus et que vos impacts soient crédibles sur le long terme.
Donc, justifiez tous vos chiffres et les argumenter. Démontrez que la proposition pourra répondre à l'ensemble des impacts et mettre mes moyens en conséquence. Proposer un plan d'exploitation des résultats cohérents. Le plan de dissémination doit intégrer des publics cibles pertinents et intégrer des activités en phase avec les résultats attendus et adaptés au public cible. Écrire un plan de communication approprié et un plan de management des données. Et, si besoin, écrire un plan de management de la propriété intellectuelle. Donc, évitez de ne pas utiliser des objectifs et indicateurs beaucoup trop génériques. Évitez d'être trop générique dans la description de l'exploitation de vos résultats, la communication et la dissémination. Et bien sûr, ne pas confondre communication et dissémination. Sur la partie implémentation, vous devez décrire un work plan cohérent en lien avec les activités précédemment décrites et être en lien avec les objectifs et impacts. Créer des tâches, des jalons et des livrables cohérents. Allouer ensuite les ressources de manière cohérente avec les activités et les résultats attendus en termes de moyens humains, dépenses de fonctionnement, déplacements, matériel. Écrire un plan de management des risques et identifier ces risques. Complémentarité entre les partenaires du consortium est attendue et préciser les rôles de chacun. Donc, éviter de proposer des livrables injustifiés, éviter également de surestimer ou sous-estimer les moyens humains et éviter d'oublier d'intégrer dans le consortium une expertise essentielle à la réalisation de votre projet. Donc, je vous ai mis dans la slide suivante quelques supports utiles. Donc, vous pourrez trouver, alors les liens sont actifs, hein, vous pourrez les reprendre sur la présentation qui sont sur notre site. Donc, je vous ai mis à votre disposition le briefing de la commission qui est donné aux experts évaluateurs. Et je vous envoie également vers le lien de notre site du ministère Horizon Europe sur devenir un évaluateur, qui est un bon exercice pour comprendre les attentes de la commission et comprendre l'évaluation. Donc, avant de faire un focus sur les 3 points qui nous ont paru essentiels, c'est-à-dire suite à l'analyse des ESR, on a la partie construction du projet, on a la partie dimension du genre dans la recherche, qui est une nouveauté dans Horizon Europe, et on a aussi, avec le PCN SHS, l'implication et la collaboration avec les sciences humaines et sociales. Donc, si vous le souhaitez, on peut faire une pause de quelques minutes et puis reprendre après cette pause. Et puis, si vous avez des questions d'une façon informelle, on peut peut-être aussi commencer à regarder sur Slido. Je ne sais pas, j'ai vu des éléments passer dans le... En effet, il y avait quelques questions déjà sur Slido. Est-ce que tu veux qu'on commence à y répondre ou... Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Là, je ne vois pas le... Alors, il y en a quelques-unes quand même. Il y en a Je peux quelques-unes. partager l'écran si tu veux, mais tu me dis, Marilyn. Je regarde un petit peu. Oui, il y avait quelque chose sur l'évaluation à l'aveugle et le droit de réagir. Je ne sais pas, on est un petit peu en avance, donc on peut peut-être regarder un peu les questions dans 2 minutes. On va laisser un peu nos participants souffler et puis voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, je m'inspire un peu des questions, je regarde un petit peu comme ça pour voir une interaction avec les participants. Donc, existait-il une note à partir de laquelle il est encouragé de resoumettre un projet? Donc, je regarde un petit peu, puis je ferai un... Donc, je regarde un petit peu les questions, effectivement. Donc, voilà, merci de les avoir mis. On va pouvoir un petit peu échanger comme ça sur ces questions. Donc, j'ai l'impression que celle qui remonte le plus, c'est pourriez-vous revenir sur le lien entre la note et les shortcomings? Parfois, certaines sessions n'obtiennent pas 5 malgré une absence de shortcoming identifié. Alors, j'avoue qu'avoir une note de 5 sans ne pas avoir une note de 5
avec une absence de shortcoming, je ne saurais pas vraiment vous le préciser, mais je pourrais peut-être, s'il y a des évaluateurs dans la salle, on pourrait leur laisser la main. Parce que là, j'avoue que à moins que mes collègues ont déjà eu cette remarque, moi, ce que je sais, c'est que la note de 5, c'est quelque chose d'excellent, donc aucune lacune. Donc, si vous n'avez pas une note de 5, il n'y a pas une précision sur sur pourquoi vous n'avez pas l'excellence, ça m'étonne un peu. Mais là, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par le... je ne sais pas, Fanny, Marion, vous avez déjà eu un peu d'expérience sur cette... Désolée, je n'analyse plus des ESR depuis longtemps. Je ne suis pas sûre d'avoir la meilleure réponse. Tout ce que je sais, c'est que vu la masse de projets, de toute façon, les notations sont très serrées. Donc, et puis les rapports sont, vous l'avez vu pour ceux qui analysent les rapports sont de plus en plus généraux. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de shortcoming que pour autant, votre projet, à mon avis, mérite forcément la note de 5 sur 5 sur le critère. C'est tout ce que je peux dire à mon niveau. Donc, pour compléter, oui, non seulement les rapports sont généraux, mais le langage est très policé et du coup, même si on a beaucoup de compliments, il faut savoir aussi adapter sa lecture au côté très lisse de la formulation. Donc, merci pour ces précisions. Existe-t-il une note à partir de laquelle il est encouragé de soumettre un projet? Moi, pas à ma connaissance, en fait. On est parfois sur la liste de réserve, donc on attend. Et ensuite, on n'a pas il n'y a pas de recommandation des évaluateurs. Donc ensuite, à nous de voir en fonction de l'évaluation, est-ce qu'on a la capacité de corriger et les moyens nécessaires pour améliorer la proposition, ou est-ce qu'il faut complètement revoir sa stratégie? Est-ce que c'est en phase avec ses moyens? Est-ce qu'on a les moyens de mener ce projet? Mais à ma connaissance, il n'y a pas de note à partir de laquelle il est encouragé. Il faut reprendre le pouvoir sur l'évaluation et se dire oui ou non, est-ce que ça vaut le coup ou pas, je pense. Des premiers retours sur l'évaluation à l'aveugle, là, moi, j'en ai pas à ma connaissance. On n'a pas travaillé cette dimension-là. Mais je ne sais pas si Fanny, enfin, je ne pense pas que vous puissiez interagir. N'hésitez pas, Marion, Fanny et Alexandra. Non, je pense que côté PCN juridique et financier, corrige-moi Fanny si je me trompe, on n'a pas encore de retour consolidé, en tout cas de la part de la Commission européenne. Je pense quand elle aura testé le dispositif sur plusieurs appels, elle fera un rapport et elle émettra des conclusions. Mais pour l'instant, en tout cas personnellement, moi, j'ai rien vu passer dessus. Non, je ne pourrais même pas vous dire sur quels appels sont concernés par ça, en fait. Parce que la CE nous en a informé, mais en fait, elle nous dit pas c'est dans telle partie du programme. Donc, il faudrait voir, trouver les collègues et savoir sur quelle thématique ça a été mis en œuvre. Puisque c'est vraiment, je l'avais marqué sur 2-3 appels au départ. Et ensuite, droit de réagir valable aux ERC. Là, je ne saurais pas répondre parce que ce n'est pas mon domaine des ERC, mais si le PCN... En fait, vraiment, peut-être à terme, oui, mais là, comme encore une fois, je le disais dans la présentant, c'est que pour l'instant, c'est vraiment un petit pilote qui a été lancé pour voir comment ça pouvait fonctionner sur quelques appels. Donc, je ne sais pas du tout si ça a vocation à être utilisé, parce que normalement, ça a vocation à être plutôt utilisé sur des appels en 2 étapes pour que la réaction des gens puisse se faire, en fait, à l'issue de la première étape. Les ERC n'ayant pas cette modalité, a priori non, mais bon, a priori, peut-être pas, mais peut-être que ce serait quand même développé ou pas. Il faudra voir, comme disait Marion, le rapport. Oui, pour l'instant, en fait, ça a été testé sur 4 appels, donc, et ça n'a pas... Quelqu'un dit dans le chat qu'en fait, ça a été... c'est censé commencer début 2022. Ah bah, très bien, merci pour l'info. Concernant les... De manière générale, oui, c'est ça. C'était censé commencer cette année. Mais voilà. Ça ne concerne pas les ERC. Voilà. Donc, il faut attendre, patienter de voir ce que ça peut donner.
Je vois qu'il y a une main levée aussi, Marilyn, je ne sais pas si tu avais l'ai pas vu. c'est Marie-Françoise Gératrou Ah oui. qui voulait peut-être intervenir. Je peux lui débloquer le micro. Si, Ah bah je veux si vous bien parce que autorisez. faut que je la trouve dans la liste et je... Voilà, normalement le micro peut être ouvert. Donc, allez-y, Marie. On vous écoute. Ça fait quelques minutes, peut-être qu'elle est... Peut-être qu'elle a... Ouais, j'avais pas vu, je suis désolée. Non, pas de souci. Je vais te le signaler. Et je vois que donc du coup, l'ESR suggérait une implication du candidat d'au moins 50% de la durée du projet sur le Work Package Management. Est-ce qu'il y a des règles tacites? Alors, en fait, je pense que de toute façon, dans l'ESR, l'évaluateur ne va pas faire référence au pourcentage, aux chiffres mis dans la proposition. Il va peut-être dire qu'on n'a pas mis les moyens assez d'une façon cohérente sur certains work packages s'il estime qu'il n'y a pas la force ou on n'a pas été cohérent par rapport à ça. Mais les règles tacites, effectivement, quand on est coordinateur, il faut avoir la force mise de façon conséquente pour pouvoir réussir la mise en œuvre du projet. Je ne sais pas si vous voulez enrichir mon commentaire. Et bon, je vois qu'il est 36. On va reprendre. Sinon, il y a peut-être encore... voilà, merci. Donc, je dois retélécharger ma présentation. Je commence à avoir les automatismes. Voilà, attendez, ça me prend un petit peu de temps. Voilà, je fais ça tout de suite. Voilà, c'est en train de venir. Donc Fanny, tu vas pouvoir prendre le contrôle et présenter un petit peu la dimension projet, la construction d'un projet sur l'un de nos 3 focus, dans la construction d'un projet dans Horizon Europe. Merci. Donc, je continue. Vous voyez bien quand je partage, fais des Oui, on est à la slide 2, donc... Ok. Non, super. Non, je voulais être sûre. Merci. D'accord. Ah oui, pardon. Il faut que j'aille plus loin, forcément. Ok. Alors, effectivement, donc sur la cohérence globale des projets. Donc, pour vous rappeler un peu les bases pour vous aider à la rédaction, à la préparation d'un projet. Du coup, un projet, c'est un ensemble finalisé d'activités que vous allez réaliser. Les projets européens, en fait, ne dérogent pas à cette logique anglo-saxonne qui s'applique aux appels à propositions du programme cadre depuis maintenant un certain temps. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut répondre toujours dans l'idée d'avoir de bien arrêter le besoin, de bien définir le besoin et d'être capable de répondre aux objectifs du coup de l'appel à proposition dans des délais fixés et avec une enveloppe budgétaire allouée aussi à définir avec soin et aussi dans le temps imparti. Donc c'est vrai qu'il y a du coup ces notions de qualité, de temps et de coût et qui sont effectivement aussi par la suite 3 niveaux de contrôle et de cohérence de votre proposition. Donc ça c'est effectivement une diapositive pour présenter un peu le système projet et comment est-ce que tout ça va s'articuler. En fait, donc je disais, vous partez de besoins qui vont du coup être formulés plus ou moins dans un appel à proposition. Puis ensuite, il y a donc la sélection, l'évaluation dont on a déjà parlé tout à l'heure. Voilà. Et donc, vous allez proposer du coup, et c'est là qu'intervient effectivement le consortium, comme vous voyez dans l'encadré, donc
Vous allez présenter un futur projet, donc une proposition de projet avec des objectifs bien définis qui répondent à cet appel encore une fois et avec les ressources adéquates, je le disais à l'instant. Et puis ensuite, du coup, il va y avoir la notion de résultat qui est de plus en plus mise en exergue dans le programme Horizon Europe. D'ailleurs, vous avez maintenant une possibilité ces résultats, de les notifier sur une plateforme spécifique, depuis la plateforme de votre projet lorsqu'il est en cours. Et puis du coup, vous allez faire de la valorisation, diffuser les résultats outre la dissémination, etc. Et puis ça va effectivement générer de nouveaux besoins et peut-être qu'ils vont à terme faire avancer l'état de l'art et puis de nouveau inspirer la Commission européenne pour définir les prochains appels à projets dans le futur. Voilà, donc pour vous montrer un peu la mécanique. Voilà, donc c'est vrai qu'en général, alors là c'était une diapositive basée sur l'idée que le déposant est un enseignant-chercheur, mais ça peut être un scientifique ou un entrepreneur. Voilà, alors je vois très mal les diapositives, pardon, parce je les vois très petits sur mon écran avec ce mode de diffusion, mais bon. Du coup, pardon, j'espère que vous voyez mieux de votre côté, mais je pense que oui, parce que je dois être en mode présentation pour ma part, ça doit être pour ça. Du coup... donc voilà, donc effectivement, le chercheur, l'entrepreneur, le scientifique qui est à l'origine de la demande, qui va s'appuyer donc sur les ressources dont il dispose en interne et en externe pour préparer son projet et ainsi avoir un projet viable, parce que c'est vrai que toujours les besoins et le contexte dans lequel va travailler le chercheur, son entité ou l'entreprise, etc. Voilà, sont des données importantes pour se permettre et de donner le moyen d'avoir un projet donc, qui va être viable dans le temps. Voilà pour ces petits éléments sur la notion de Merci Fanny. Merci pour ces précisions. Donc, je vais du coup faire un point de sensibilisation sur la dimension du genre dans la recherche. Donc, dans Horizon Europe, la dimension du genre est attendue à 3 niveaux. Tout d'abord, comme critère d'éligibilité, car un plan d'égalité des genres est obligatoire pour les établissements publics, les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur depuis cette année. La dimension du genre est également attendue dans l'excellence scientifique, qui est un critère d'évaluation. Et le genre est un critère de classement en cas d'ex-aequo avec l'équilibre entre les genres dans les équipes du consortium. Donc, nous regarderons ici seulement la dimension du genre comme critère d'évaluation, mais vous pouvez avoir accès aux ressources du PCN juridique et financier qui ont mis en place des outils ou des conseils sur comment écrire un plan d'égalité des genres. Donc, cette dimension du genre dans la recherche est une nouveauté dans Horizon Europe. L'intégration de cette dimension dans les contenus de recherche est obligatoire, sauf si le contraire est spécifié dans le topic. Si vous ne souhaitez pas l'intégrer alors qu'elle est attendue, il faut l'argumenter et il n'est pas suffisant de dire que ce n'est pas pertinent. Cette dimension est attendue dans le point 1.2 de la partie B, qui est dédiée à la description de votre méthodologie. Actuellement, nous avons peu de retours sur les ESR pour comprendre comment la Commission apprécie ce nouveau critère et comment on intègre cette dimension du genre dans la recherche. Et le niveau d'exigence de la Commission va certainement grandir au fil des années et au fil des appels. Alors, pourquoi intégrer cette dimension du genre dans les travaux de recherche? Donc, cette dimension apporte à la recherche une valeur ajoutée en termes d'excellence, de rigueur, de reproductibilité, de créativité, ainsi que d'opportunités commerciales. Et puis, elle permet également de maximiser l'impact sociétal. Dans les cadres des projets qui sont colorés RIA, la question du genre peut se poser sur la conception du modèle, du concept, mais également aussi dans le processus de la collecte des données pour éviter des biais.
Dans les Innovation Action, où le TRL est beaucoup plus élevé, la dimension du genre pourra s'intégrer dans la partie de l'acceptation, l'appropriation des solutions et des services développés par les usagers. Donc, on vous a mis quelques exemples de questions que vous pouvez vous poser. Oui. Pardon, Marie-Lie, je me permets de t'interrompre. En fait, je crois que tu n'as pas repris le contrôle et du coup, les gens ne voient pas les diapositives défiler. Alors, excusez-moi, je les voyais défiler sur mon écran, donc il n'y avait pas de souci pour moi. Excusez-moi. Est-ce que je remets juste pour que vous voyez un petit peu les slides, hein, donc juste pouvoir intégrer la dimension du genre, en fait, hein, ça apporte à la recherche une valeur ajoutée. Donc, rigueur, excellence, reproductibilité et maximiser l'impact. Donc, je pense que, voilà, on reprend le fil. Je suis désolée de ce… Donc, et donc, voilà quelques exemples que vous pouvez vous poser. Ces questions sont issues du briefing qui a été transmis aux évaluateurs, hein, pour voir quelles questions l'évaluateur doit se poser quand il voit une proposition. Donc, les questions que se pose l'évaluateur, c'est est-il judicieux de concevoir les équipements de sécurité des voitures uniquement sur la base de normes corporelles masculines? Est-il responsable de développer des produits d'IA qui diffusent des préjugés sexistes et raciaux en raison d'un manque de diversité dans les données utilisées? Savez-vous que le changement climatique affecte la détermination du sexe chez certains nombres d'espèces marines et que certaines populations sont désormais menacées d'extinction? Donc, on est vraiment dans les concepts et les modèles de recherche. Donc, c'est vraiment des nouvelles questions des nouveaux processus que vous devez mettre en place dans la partie méthodologie. Donc, pour vous aider à cela, la Commission a publié un rapport sur le genre. Je vous citerai la référence dans la slide suivante. Donc, comment intégrer le genre dans la dimension recherche. Donc, des exemples sont traités pour chaque cluster dans ce rapport. Et pour illustrer ce point, je vous propose cet exemple dédié aux questions énergétiques. Donc, dans la première partie de l'exemple, il faut un focus sur le défi. Le défi, donc l'exemple, c'est dans l'Union européenne, les bâtiments sont responsables d'environ 40% de la consommation d'énergie et de 36% des émissions de CO2. Ils sont donc le plus grand consommateur d'énergie en Europe. L'acceptation et l'appropriation des solutions et des services par les usagers sont essentiels. Alors, comment impliquer ces usagers? Comment favoriser l'engagement des citoyens dans la recherche de solutions? Voilà, c'est une question essentielle dans le défi. Donc ensuite, on vous met comment traiter la dimension du genre, hein, dans la méthode et les process d'innovation. Donc, les solutions et les services doivent être inclusifs et appropriés, acceptés par tout le monde. La question du genre doit être intégrée dans cette partie du process. Et la question du genre et des stéréotypes fait partie des histoires des individus. Une nouvelle conception du processus d'ingénierie peut conduire à une acceptation beaucoup plus large des outils et des produits d'efficacité énergétique. On parle alors d'analyse intersectionnelle, intégrer le facteur humain dans les questions énergétiques, intégrer dans l'analyse des données le genre, le sexe avec les autres facteurs comme le statut socio-économique, l'âge ou l'origine. Donc, il est important de mesurer tout ce qui peut influencer les expériences de vie des citoyens qui s'engagent dans la transition énergétique. Ensuite, la dernière partie de cet exemple. Donc, en fait, ces questions, cette intégration de dimension du genre permet de créer de nouvelles solutions. Donc, concevoir des outils efficaces sur le plan énergétique qui intègrent la perspective du genre. Donc, c'est la refonte du processus d'innovation en ingénierie. Cela permet de créer de nouvelles opportunités pour des solutions environnementales et économiques qui peuvent favoriser la transition énergétique en augmentant l'acceptation par les utilisateurs. Pourquoi mener la transition énergétique en adoptant cette approche du genre? Donc, en fait, les chercheurs, les entreprises, les décideurs ont besoin de mieux comprendre le rôle que joue le genre ainsi que d'autres facteurs socio-économiques pour la mise en place de politiques énergétiques ou de solutions et de services efficaces pour qu'ils soient inclusifs et qu'ils soient en faveur de la transition énergétique. Bon, en espérant que cette illustration peut vous aider à vous questionner sur cette dimension du genre dans la recherche. Donc, la slide suivante, c'est quelques ressources pour vous aider. Donc, le rapport sur l'innovation genrée, hein, c'est comment l'analyse inclusive contribue à la recherche et à l'innovation. Donc, je vous ai mis le lien, ils seront actifs dans le PDF, bien sûr.
Et je vous ai mis également le lien vers la fiche synthétique de ce rapport. Ensuite, il y a également un lien vers un rapport sur les questions de l'intelligence artificielle et les questions du genre dans l'IA. Et puis, le lien vers le webinaire du PCN juridique et financier sur la dimension du genre qui a eu lieu il y a presque 1 an maintenant. Et puis, je vous conseille aussi de voir les outils, la boîte à outils produite par le projet européen financé sur H2020, GE Academy. Donc, voilà pour la question de la dimension du genre. Et je vais laisser la parole à Alexandra du PCN du cluster 2 qui va vous présenter la collaboration avec les sciences humaines et sociales. Donc, troisième point qui a été identifié par les collègues du PCN Énergie-Climat, l'intégration des SHS. Donc, je vais vous proposer qu'on revoie ensemble les consignes qui sont données aux évaluateurs sur ce critère. Essayer de se représenter plus concrètement qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de SHS pour les projets du cluster 5, à quel SHS on pense et pour quel type d'expertise. Et puis, je vous présenterai 1 ou 2 projets Horizon 2020 pour parler de choses plus concrètes. Et je finirai par quelques recommandations issues de ces 2 témoignages. Donc, cette fiche, elle représente les consignes qui sont données aux experts évaluateurs pour évaluer l'intégration, la contribution effective des disciplines et de l'expertise des SHS au sein de la méthodologie du projet. Donc, il est rappelé aux évaluateurs que à partir du moment où cette intégration est requise explicitement par l'appel, les candidats doivent obligatoirement montrer le rôle de ces disciplines. Sinon, comme dans le cas précédent, s'ils ne le font pas, il faut vraiment qu'ils justifient pourquoi. Et sinon, s'il n'y a ni cette intégration ni cette justification, à ce moment-là, cela fera baisser la note du critère excellence. L'intégration des SHS est importante pour contribuer à relever les défis sociétaux de l'appel. Et d'une façon générale, l'idée, c'est de permettre à ce que les solutions techniques qui sont proposées dans le projet puissent vraiment avoir un impact significatif pour permettre de faire des propositions et de permettre à ce qu'elles soient reprises par les décideurs politiques. Donc, un exemple est donné aux évaluateurs, par exemple, pour évaluer l'impact du changement climatique. Ça va être intéressant d'aller solliciter des collègues, des chercheurs de sciences économiques ou de sciences politiques. Donc, il y a vraiment une insistance auprès des évaluateurs sur ce critère. Donc, quand on parle de SHS, en fait, c'est un terme vraiment très, très générique qui recouvre une grande diversité de disciplines et même au sein de ces disciplines, au sein de chaque champ disciplinaire, également une grande diversité. Ce qui est attendu d'une façon vraiment très générale, très générique, c'est que ces chercheurs aident au sein du projet, au sein des projets, à proposer des analyses et des recommandations pour accompagner la transition écologique et l'engagement et la participation des individus, des citoyens. Alors, à quelle discipline on peut penser? On verra aussi des exemples dans les projets, par exemple pour aider à comprendre les comportements des individus et pour proposer des façons de les faire évoluer, la psychologie ou la sociologie. Pour prendre en compte les dimensions sociales et économiques, les chercheurs en sociologie, en sciences économiques et sciences de gestion pour apporter des contributions, et également les chercheurs en sciences politiques pour analyser et permettre de faire des propositions pour que les solutions proposées par le projet aient un impact. Mais là, ça reste encore très général. Ça reste encore très général de parler de la sociologie ou de la psychologie. Donc, du coup, pour pas que le propos soit trop générique,
ce que je vous propose, c'est de reprendre, alors pour l'instant, des exemples de projets Horizon 2020. Si on refait ce type d'analyse plus tard, ce serait intéressant de se nourrir des projets financés sur les premiers appels Horizon Europe, mais là, c'est encore un petit peu tôt. Et donc, je vais reprendre avec vous des témoignages qui ont été recueillis au sein de notre réseau de PCN-SHS au niveau européen. On va avoir au moins un projet, voire deux, selon le temps que l'on a. Donc, le projet Waterspout et le projet Combi. Donc, le projet Waterspot, son idée, son objectif était de fournir de l'eau potable à des communautés qui, jusqu'à présent, dépendaient de sources d'eau qui n'étaient pas sûres. Et du coup, le projet a dû se développer en deux directions complémentaires. D'une part, un programme de développement technologique, voilà, pour rendre l'eau potable, donc tout un programme lié voilà, de nouvelles solutions techniques pour désinfecter l'eau et la rendre potable. Et en même temps, en parallèle, en complément, un programme en sciences sociales pour que les technologies soient adoptées par les communautés cibles du projet. Donc, quelles expertises SHS ont été sollicitées dans ce projet, hein, de quelles disciplines il s'agissait et pour quelles expertises? On avait une personne, une sociologue, qui était spécialiste du développement durable, mais d'un point de vue sociologique. Une anthropologue, spécialiste d'économie politique, d'anthropologie écologique, anthropologie de la mondialisation, de la santé et du développement. Deux chercheurs qui se présentaient comme des spécialistes des sciences sociales de l'environnement, du coup qui autour du thème de l'environnement, finalement travaillaient eux-mêmes déjà en interdisciplinarité. Et puis des spécialistes des gender studies et aussi un psychologue. Donc, ces chercheurs ont été sollicités, bon, d'abord parce que c'était exigé par l'appel, et de toute façon, c'était nécessaire pour que la technologie proposée par le projet soit acceptée et utilisée. Et donc, sans ces collègues-là, sans ces chercheurs, en fait, l'objectif final du projet de faire adopter la technologie n'aurait pas été atteint. Comment le coordinateur a pu intégrer ses collègues? Principalement, il les connaissait déjà antérieurement, ils étaient déjà dans son réseau. L'enjeu central, ça a été de convaincre en fait les collègues, les partenaires qui étaient plutôt centrés sur le développement des technologies, de ce qu'allaient apporter les collègues en SHS. Et la méthode qu'il a utilisée, c'était en fait de les faire beaucoup travailler ensemble pour que ce ne soient pas des work packages différents. Donc d'une part de faire de différents et non connectés, donc en provoquant beaucoup de réunions. Et au-delà des réunions, ce qui a bien fonctionné sur ce projet, c'est que sur les terrains en Afrique, en fait, qui étaient sélectionnés, en fait, et ceux qui développaient les technologies et les collègues de sciences sociales étaient ensemble, concrètement au quotidien. Les collègues de SHS, les équipes SHS, elles ont développé des études, elles ont proposé et analysé les enjeux de gouvernance et elles ont, pour l'adoption de la technologie, en fait, elles ont développé des ateliers avec les populations locales. Donc, ce qui a bien fonctionné, c'est ces réunions en présentiel, surtout au départ, une bonne communication entre les experts et une grande difficulté qui va être soulignée dans le second projet, c'est en fait de bien se comprendre, de développer un langage commun, une terminologie commune, puisqu'on peut employer des mêmes termes sans leur donner le même sens. Et c'est vraiment un travail préalable. Le début de la collaboration, elle se fera quand on va réussir à bien se comprendre et à définir, en fait, avoir un langage commun, des concepts communs. Et ce que recommandait le coordinateur, c'était vraiment
bien veiller dès le départ à ce que les différentes expertises se rencontrent, de provoquer des réunions régulièrement. Et quand on n'a pas déjà des collègues en sciences sociales dans son réseau, de participer à des événements, des brokerage events internationaux pour aller chercher ces expertises qui ne sont pas forcément dans son réseau de base. Autre projet, et peut-être rapport inversé entre les SHS et les sciences et technologies, le projet Combi, qui était destiné à fournir un outil graphique en ligne pour visualiser les impacts de l'efficacité énergétique. L'objectif était d'aider à définir des politiques rentables et à fournir des conseils au-delà de la décision pour les décideurs politiques et pour l'évaluation des politiques publiques dans le domaine de l'efficacité énergétique. Et ce qui est mis en avant, en tout cas dans la façon dont le consortium se présente, là, l'expertise principale, c'est celle des sciences économiques qui vont permettre de développer ces modélisations. C'est un appel, celui-ci, contrairement au précédent, qui lui est même principalement centré sur les SHS. Finalement, on avait des partenaires qui fournissaient les données et ensuite, les modélisations étaient faites par les chercheurs en sciences économiques, en développant, du coup, en essayant de quantifier les différents types d'impacts de l'efficacité énergétique. Et cette modélisation, in fine, elle a permis le développement d'un outil en ligne pour que cette visualisation soit plus simple et que cet outil, les évaluateurs des politiques publiques et des décideurs politiques puissent s'en saisir. Pour réunir les partenaires nécessaires, là, le coordinateur, il a plutôt procédé en fait soit dans son propre réseau, le réseau de son premier noyau de partenaires, soit en allant regarder sur la base de données Cordis les compositions des projets déjà financés pour aller trouver les meilleurs experts qui ont déjà fait leurs preuves dans des projets passés. Ce qui a bien fonctionné, là encore, on retrouve la question et les difficultés à surmonter. On va retrouver l'enjeu principal, déjà primordial, de construire un langage commun, de définir ensemble les concepts pour bien se comprendre, également de se réunir fréquemment et de mettre en place une communication régulière entre tous les partenaires. Et ce que recommandait donc ce coordinateur, c'était donc la rencontre des approches, le développement d'un langage commun, du travail en commun. Et ce, non pas simplement au début du projet, mais dès la rédaction de la proposition. Et puis, dans un projet, ce projet, c'est un cas peut-être vraiment spécifique où les SHS avaient une place prépondérante, mais en tout cas, on avait vraiment une complémentarité et il fallait bien définir les rôles de chacun et la place de chacun. Si je résume, pour moi, ce qui est issu à la fois de ces deux success stories et également de notre expérience, pour trouver vos partenaires SHS, vous basez d'abord et comme en fait toute recherche de partenaires, d'abord sur votre réseau, celui de vos premiers partenaires, en allant voir les projets déjà financés ou en participant à des brokerage events. Pour que ça se passe bien, intégrer les experts SHS le plus en amont possible de la préparation de la proposition. Proposer des enjeux de recherche intéressants pour toutes les disciplines impliquées. Construire un langage commun et prévoir des échanges réguliers et provoquer des occasions de travailler ensemble. Voilà, je vais repasser la main à Marie. Merci Alexandra pour cet apport sur les SHS. Donc, nous approchons au terme de notre présentation. Donc, sur l'exploitation des ESR pour améliorer sa proposition, donc effectivement, la première étape, c'est de
retravailler la proposition en corrigeant les lacunes, les faiblesses et les shortcomings. Alors parfois, ça peut être évident, hein, c'est-à-dire intégrer une expertise qu'on n'avait pas intégrée, revoir le budget en fonction des forces qu'on veut mettre sur le projet. Et puis, parfois, c'est un argumentaire à retravailler, regarder les politiques européennes, regarder l'impact et comment on justifie et quelle est la dimension de notre impact. Enfin, ça peut être un peu plus fin. Donc, malgré ce travail peut-être pas de réécriture, mais de reformalisation du projet, la spécificité du pilier 2, c'est qu'il n'y a pas d'appel récurrent, hein, comme pour les ERC, les actions Marie Curie. Donc, il faut identifier ensuite un nouvel appel à projet dans le work programme et peut-être que le PCN peut vous aider pour cela. Mais il faut aussi ensuite s'approprier ce nouveau topic et mettre en adéquation l'ambition de votre projet, ses objectifs, en phase avec les attentes du nouveau topic. Regardez les résultats et les effets escomptés, bien les analyser. Regardez si jamais la destination n'est plus la même, regardez peut-être du coup les impacts à moyen et long terme attendus. Et du coup, il faut refaire le lien avec ces nouveaux résultats escomptés et ces nouvelles attentes. Ensuite, il faut à nouveau garantir la cohérence globale du projet, faire les bonnes continuités entre les différentes parties et être cohérent. Et puis, parfois, cela peut nécessiter de revoir la composition du consortium. Donc, voilà un petit peu la conclusion. Pour initier les échanges, on va maintenant aller sur Slido et lancer la dernière question sur les ESR. Donc, je ne sais pas si l'une de mes collègues peut partager l'écran, super. Donc, en fait, sur Slido, il y a une dernière question qui peut être dans la partie sondage. Marion, je ne sais pas si tu... Parce que là, on voit le... voilà. Est-ce que vous envisagez d'utiliser différemment les ESR? Alors, beaucoup d'entre vous utilisez d'une façon fine déjà les ESR. Alors, je ne sais pas si finalement ça va si ce webinaire vous a été utile. En tout cas, je l'espère. Apparemment, oui. ça me conforte. Et puis, on va pouvoir regarder ensuite les questions sur Slido et les prendre une à une, et puis voir en fonction du temps qui nous est imparti, eh bien, interagir avec vous et ouvrir les micros. Donc, je pense, écoutez, 70%, je trouve que je prends ça pour une belle réussite et je vous remercie de votre contribution. Donc, on va pouvoir regarder les questions sur Slido, donc n'hésitez pas à interagir. J'avais vu des questions aussi tout à l'heure en regardant. Donc, ça, c'est les premières questions qui en plus ont été likées, si je vois, c'est ça. Donc, question du genre dans la partie excellence, dire que cela n'est pas pertinent n'est pas suffisant. Pourriez-vous préciser le cas de figure? Alors, un exemple précis, c'est assez récent, donc on n'a pas vraiment d'exemple concret. Mais ce que je pense, c'est que la commission attend un argumentaire poussé si vous estimez qu'on ne peut pas intégrer la dimension du genre dans les travaux de recherche. Souvent, en amont, dans l'écriture du topic, il a été du coup identifié en amont si c'était pas pertinent de la poser, donc c'est intégré dans le texte. Donc je pense que, à ma lecture, que si finalement ce n'est pas précisé qu'elle n'est pas pertinente, il faut vraiment avoir un argumentaire très poussé pour pouvoir annoncer cela. La politique de la Commission européenne est vraiment d'être très push sur cette question du genre, de parité, et donc elle est très vigilante sur cette question et très en alerte là-dessus. Donc, je ne sais pas si Marion peut enrichir un petit peu ma réponse.
Merci Marilyn. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. En fait, ce que la Commission européenne attend, c'est une justification au fait que pour vous, la dimension du genre n'est pas pertinente dans votre méthodologie de recherche. Et c'est quelque chose à argumenter. Et pourquoi elle demande d'argumenter, c'est ce que Marilyn vient de dire, c'est-à-dire que pour les appels pour lesquels la dimension du genre semble pas pertinente, c'est précisé dans l'appel à projet que cette partie-là n'est pas obligatoirement à mentionner. Donc pour le reste, veuillez à bien justifier pourquoi pour vous et pour votre projet, le genre dans l'excellence n'est pas une prise en compte qui est pertinente. Merci Marion. Donc ensuite, je vois que pour moi, un des points les plus importants est la maîtrise de la chaîne de valeur. Donc effectivement, hein, ça fait partie de toute la cohérence globale et de l'histoire à raconter autour du projet, hein, surtout pour les IA. Donc je ne saurais pas apporter plus de précision par rapport à ce point. On pourrait faire un focus, hein, sur la chaîne de valeur ensuite dans d'autres ateliers, si c'est vraiment vous estimez que c'est un point à creuser auprès de vous, hein. Ça peut être aussi une question qui pourrait être bénéficier d'un atelier spécifique. Quid de l'accès aux documents d'évaluation et aux rapports de ranking? Est-ce toujours impossible d'y accéder? Pour moi, ça n'a pas changé. Je ne sais pas si le PSN Jurfin peut... Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question d'ailleurs. S'il peut répondre, si possible. Je suis désolée, moi, je n'ai pas d'infos là-dessus. Il faudrait demander plutôt à un représentant du comité de programme. Ouais, je ne suis pas du tout mise à jour sur ce genre de choses. Désolée, je ne peux pas t'en dire. Non, moi non plus, hein. Je sais qu'Annabelle Rondeau, notre RCP, a des informations, mais ça reste des informations qui restent confidentielles. Et du coup, c'est un outil qui peut peut-être aider la communauté et le GTN, mais qui n'est pas du tout diffusé en dehors du GTN, en tout cas, hein, donc, et en tout cas en dehors du RCP. Donc, qu'en est-il du traitement des évaluations dans le cas où une proposition similaire a été soumise dans les années précédentes, une resoumission? Donc, comme on vous l'a un peu expliqué, en fait, dans le cadre du pilier 2, la remission copier-coller du projet ne me paraît pas facile en état, puisque de toute façon, vous devez identifier un nouvel appel à projet et la commission ne finance pas, dans le cadre du pilier 2, deux fois le même appel. Donc, il y a des évolutions, il y a des attentes différentes en termes d'impact, en termes d'impact sociétal ou en termes d'impact plus close to the market. Donc, une RIA peut devenir une IA, pour développer et accentuer certaines parties ou valoriser certains travaux de recherche pour aller plus vers la dissémination ou l'exploitation ou la réplication. Donc, une resoumission copier-coller, pour moi, ne me paraît pas en état possible. Donc, il y a forcément un retravail d'adéquation avec le nouveau topic. Et du coup, forcément, ce n'est pas le projet identique en tant que tel. Et si vous resoumettez le même projet, il n'y aura pas forcément une adéquation avec les attentes et les effets, les résultats attendus. Donc, n'hésitez pas à enrichir, hein, Fanny, Alexandra, Marion. Oui, alors ça, au niveau procédure, sachez que dans la partie A des propositions, il y a un endroit où vous devez cliquer justement et indiquer si vous déposez une proposition similaire à une... voilà, si vous avez déjà du coup déposé une proposition similaire. C'est prévu dans les formulaires, dans la partie A, du coup en ligne. Ok. Merci pour cette précision. Donc, du coup, quand dans l'ESR, il est écrit recently, faut-il penser qu'on pourrait améliorer encore le point spécifique pour arriver à very well? Là, comme ça, c'est un petit peu... Parce que ça dépend vraiment en quoi fait référence cette note enfin, faut vraiment, ça dépend vraiment de l'argumentaire, en quoi il y a eu ces lacunes ou ces shortcomings. Donc, du coup, peut-être préciser la question ou je ne sais pas comment on pourrait traiter cet élément. Peut-être donner
Je ne sais pas qui a, enfin, il y a plusieurs personnes qui ont poussé cette question. Je ne sais pas comment on peut la traiter. Là, comme ça, je ne vois pas trop. Est-ce que vous avez des commentaires Ensuite, n'hésitez pas aussi à interagir encore sur Slido. D'expérience, le choix des adverbes est très important. Et je dirais que oui, sufficiently n'est pas... Attendez, j'ai un problème d'affichage. Je dirais que sufficiently n'est pas très bon comme évaluation. Oui, tout à fait. Je pense que, comme disait Alexandra tout à l'heure, en effet, les mots ont leur sens et il ne faut pas forcément se dire excellent ou very good. Il faut vraiment faire attention à ce qui est noté et faire le lien avec les commentaires et l'avis de l'évaluateur. Donc, ensuite, l'Union européenne parle de space to think pour justifier l'absence d'accès alors qu'il y a une obligation légale. De plus, c'est bien dans le rapport individuel et dans le processus de ranking que l'on peut voir les vrais problèmes du projet. L'ESR est policé pour éviter les redress. Oui, tout à fait, effectivement. Hein, c'est très... enfin, pas générique, mais en effet très général, en effet, l'ESR, justement, en effet, pour éviter le redress. Donc, Marion, Fanny, peut-être Alexandra, si vous avez des choses à partager par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas. Je vois que Frédérica n'arrive pas à lever la main, mais peut-être vous avez une question. J'ai activé son micro, Marilyn, comme ça, si jamais elle veut prendre la parole. Frédéric, n'hésitez pas. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, c'était moi qui j'avais posé la question sur les sufficiently et les very well. Parce que je voulais savoir si quand je lise sufficiently, ça veut dire automatiquement que peut-être il y a du travail à faire encore. Si je peux lire ça comme quelque chose qui ça va, mais qui ça peut être encore amélioré. Ça peut s'appliquer dans n'importe quelle partie de la section, si c'est les questions des genres ou la méthodologie ou blabla. Par exemple, sur un des critères, sur impact ou excellence scientifique, vous avez eu peut-être cette note de sufficiently parce que vous avez éditionné différents shortcomings et qui sont venus peut-être... Non, mais je parle vraiment des commentaires écrits, même les points de force, parfois il est écrit, je ne sais pas, l'open science a été sufficiently addressed. Est-ce que ça veut dire quand même que sufficiently, bon, c'est bon, mais c'est pas excellent, qu'on a perdu peut-être quelques points aussi sur ça? Je pense que c'est plutôt précisé s'il s'agit d'une mineure, enfin d'une shortcoming mineure. Si c'est suffisamment précis, c'est que vous avez minimum convaincu. Après, quand c'est bien et quand c'est bien mis en avant, il le précise. Si vous pouvez l'améliorer, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut surtout, il faut aussi se focaliser déjà pour régler les lacunes et les weaknesses. Ok, merci. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à suivre la conversation et en même temps le Slido. Donc, n'hésitez pas si vous voyez des choses. Alors, l'UE part de Space to Think. Et là, j'avoue que ça ne me parle pas. Si quelqu'un du public veut enrichir ou faire partager son expérience, n'hésitez pas aussi à lever la main. J'ai activé le micro de Laure Fabre. D'accord. Alors, prendre la main. Si vous voulez interagir, n'hésitez pas pour partager votre expérience et vous faire part d'une information ou d'un commentaire. N'hésitez pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, non, c'était pour réagir sur le point précédent, parce que j'ai déjà commenté dans le chat. J'avais fait l'exercice il y a quelques années de comparer deux. Alors, c'est des Marie Curie, et donc il n'y avait pas de problème, disons, de contenu différents. C'était donc deux évaluations de Marie Curie des bourses individuelles. Et effectivement, l'une était passée, l'autre n'était pas passée. Et j'ai vraiment vu la différence entre les adjectifs et les adverbes qui avaient été utilisés. Alors effectivement, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur les shortcomings, il faut les traiter. Ça, c'est évident que ça fait la différence. Mais même sur les critères positifs,
qui était traité correctement, sufficiently, disons, dans le projet qui n'est pas passé. Quand je regardais les adverbes et les adjectifs qui avaient été utilisés dans le projet qui était passé, ça n'avait rien à voir. C'était vraiment flagrant, excellent. Enfin, il y avait vraiment un enthousiasme. On sentait un enthousiasme dans le style, on va dire, de l'évaluation, qui n'apparaissait pas du tout, malgré des adjectifs positifs, certes, mais qui n'étaient pas enthousiastes dans celles qui n'avaient pas été retenues. Donc, moi, j'ai gardé cette expérience qui était vraiment ponctuelle, mais de vraiment analyser les ESR très finement sur ces aspects-là et de regarder ces adjectifs soi-disant positifs et de dire, ben, là, on peut gagner des points. Effectivement, il faut régler les shortcomings, mais on peut aussi grappiller des petits points sur ces adjectifs adverbes qui ne sont pas tout à fait parfaits encore. Ben, je vous remercie de votre expérience. C'est vrai que c'est tellement compétitif qu'il faut vraiment optimiser ses chances et du coup valoriser, enfin corriger en effet les shortcomings et valoriser au mieux ce qui peut et améliorer au mieux ce qui peut être amélioré. La difficulté du pilier 2, c'est aussi de retrouver, alors ça a une double difficulté, c'est retrouver un call qui correspond un peu à notre objectif, notre vision de projet, tout en donc la comparaison est parfois un peu plus, enfin ça rajoute un critère un peu plus difficile pour savoir si le projet va pouvoir être lauréat ou pas. Hein. C'est la difficulté de ce pilier, effectivement. On ne peut pas resoumettre en état, même amélioré. Hein. Avec l'amélioration, ce n'est pas suffisant, on va dire. Donc ensuite, lorsque les innovations développées n'ont pas un impact évident sur le genre, comment conseillez-vous d'aborder la question du genre dans la proposition ? Alors c'est vrai que cette dimension du genre est vraiment nouvelle dans la partie excellence scientifique que vous devez décrire dans la partie B. Et c'est vrai qu'il faut peut-être faire parfois un brainstorming avec les différents membres du consortium, parce que faut se poser sur cette question. Et ça dépend vraiment du projet. C'est vrai qu'il est naturel de se poser la question sur l'acceptation de la technologie, surtout sur les innovations développées. Moi, c'est la première chose qui me vient, mais si vous ne voyez pas cette notion de genre dans l'acceptation, il m'est difficile pour vous, là, comme ça, de mieux vous conseiller, mais je vous conseille de regarder le webinaire du PCN juridique et financier qui a eu lieu en juin et qui est toujours accessible, le replay, parce que vous avez l'intervention d'un expert qui a été lauréat d'un projet, je pense, Sciences et avec EPO, la société, qui pose cette question-là et si vous écoutez cet expert, en fait, ça pourrait peut-être vous donner une autre lecture de comment la dimension du genre peut être intégrée dans la proposition. Et du coup, ça nous repose question. En fait, il explique qu'on est genré, finalement, dans notre individualité, dans notre singularité. Et donc, c'est vrai que même si on n'en a pas conscience, elle existe. Et il faut savoir peut-être prendre un peu de recul ou de hauteur pour finalement, par habitude, on ne l'a pas intégré et du coup, se faire un petit peu, pas violence, mais se poser la question en disant, mais en quoi vraiment la question puisque la commission l'impose quasi, en quoi cette question peut impacter les innovations, même si elle n'est pas si évidente que ça, elle existe. C'est un peu ce que disait notre expert. Mais ce webinaire peut être éclairant pour vous, je pense, de vous poser sur cette question-là. Oui, Marion, tu veux peut-être enrichir ? Oui, tout à fait. On mettra le lien vers le webinaire dans le chat. Et oui. Je pense que au-delà de parler d'impact de votre innovation sur les questions de genre, ce que souhaite la Commission européenne, c'est pas de savoir si ce que vous allez développer dans le projet va avoir un impact sur les questions de genre, mais plutôt dans votre méthodologie scientifique, si vous avez bien réfléchi, si vous faites des tests, des démonstrations, finalement, peu importe votre activité, s'il n'y a pas des aspects qui sont genrés dans l'élaboration de votre méthodologie, en fait, et qui pourraient être adressés par cette dimension de genre. Donc, on est plus vraiment dans l'intégration de la dimension du genre dans la méthode scientifique et dans la méthodologie de recherche, plutôt que vraiment l'impact de votre innovation sur ces questions de genre. Merci Marion. Ensuite, j'ai vu que Yannick
du CEA, je crois, avait levé la main. Alors, je ne sais pas à quel point il voulait enrichir, mais je peux peut-être désactiver le micro. J'arrive pas à... Je viens de le faire normalement. Ah, merci, parce que j'arrive pas à intervenir, Yannick. Yannick, vous pouvez parler? Il faut juste que vous appuyez sur le micro pour l'activer. Maintenant, vous avez la possibilité de le faire. Bon, peut-être. J'ai toujours désactivé. Alors, attendez, bizarre, parce que moi, il suffit que... Là, du coup, j'ai fait comme les autres. Il suffit que vous appuyez sur le micro et vous pouvez l'activer. Moi, je le vois activé de mon côté pour vous, mais désolé si moi, ça... je ne le vois pas activé de mon côté. Alors, je ne comprends pas. Et je n'arrive pas à cliquer dessus pour pouvoir le... C'est assez curieux. Alors, je vais essayer de le faire de mon côté. Bah non, En fait, on peut pas activer nous-mêmes. Là, on lui a autorisé à l'activer. C'est Oui. ça, c'est ça. Et lui, il faut qu'il appuie sur le bouton microphone comme l'ont fait les autres. Mais... Ouais. Parce que moi, je vois désactiver le micro, donc ça veut dire que moi aussi. la possibilité qu'il la l'active et vérifier. Oui, après, c'est ça. Sinon, bon. Désolé, vous pouvez utiliser le chat au pire des Le cas. chat, si ça ne marche pas de votre côté, effectivement, merci. Le positionnement du projet vis-à-vis des KSO constitue un critère d'évaluation. Alors, c'est pas un... Il est important de relier, enfin, ce n'est pas un critère, je dirais, qui existe en tant que tel, enfin, il n'y a pas une case à cocher, mais il est évident qu'il faut relier les résultats de votre projet, vos objectifs aux effets escomptés attendus dans le topic, et du coup, faire un lien avec la destination qui va nourrir en fait les KSO. Donc, c'est vraiment important de montrer en quoi votre projet contribue à la stratégie de la Commission européenne. Donc ça, c'est évident qu'il faut faire le lien. Donc, regardez tous vos résultats et regardez en quoi ils nourrissent ces KSO. Il faut aussi, dans le topic, enfin, dans le work programme, pardon, vous avez bien les expected, enfin, les impacts à long terme, et du coup, qui sont en lien avec ces KSO. Donc, il faut vraiment s'approprier et s'acculturer avec le plan stratégique pour pouvoir avoir le raisonnement et la logique de la Commission. Oui, pardon. Je pense que quelqu'un veut intervenir. Fanny, peut-être Non, c'est toujours Yannick, en fait. Je l'ai mis avec même le présentateur. Yannick. Oui, maintenant, je peux cliquer sur mon micro. Bonjour à tous. On vous écoute. Non, je voulais revenir sur la dimension du genre. Moi, je travaille dans le domaine de la biologie et de la santé, et c'est absolument essentiel de l'inclure parce qu'effectivement, par exemple, il y a énormément de médicaments ou de technologies pour la santé qui ont été développés uniquement chez l'homme et qui, en fait, les doses ne correspondent pas véritablement à la physiologie féminine. C'est un premier point. Donc, ne pas inclure cette dimension directement dans les expérimentations est absolument essentiel. Et il y a un deuxième point qui est que, par exemple, pour tout ce qui est les membres de la communauté LGBTQ+, eh bien, très souvent, ils ont beaucoup moins accès à la médecine, y compris dans nos pays, puisqu'ils se sentent rejetés par une partie du corps médical. Et par exemple, dans le cas du Covid, certains ne sont arrivés à l'hôpital que bien tardivement, car ils ne voulaient pas y aller, car ils se savent rejetés. Et donc, intégrer cette dimension dans les plans de traitement, y compris les SHS, dans l'acceptation pour ces communautés-là, est absolument essentiel. Pas simplement pour avoir le projet, simplement pour bien les soigner. Je vous remercie de cette précision. C'est vrai que dans le cluster 1 en santé, la dimension du genre est plus facilement visible. Enfin, on l'apprécie plus. Elle est, en effet, en termes de médicaments, en termes Donc, sur les questions énergétiques, sur les questions du cluster 5, elles sont plus difficiles à appréhender. C'est une nouveauté, donc il faut se l'approprier. Et c'est vrai qu'on va vous remettre le lien de webinaire, mais c'est très inspirant pour vous et se poser les bonnes questions. Il faut poser un peu de temps dans cette question, enfin, dans la construction de votre projet sur la dimension du genre. Avec un échange avec Fanny, on se disait pourquoi pas l'intégrer également dans une tâche d'un work package
pour montrer comme quoi, même si vous n'avez pas forcément une idée précise à l'origine, ça peut dire on va intégrer cette dimension pour bien mesurer et voir quelle est l'évolution de la question du genre dans notre innovation ou dans l'identification de notre solution quand on veut la créer avec les citoyens, par exemple. Hein. Donc, ça peut être aussi une solution à amener à la commission. Donc, comment différencier la partie SHS de la section 1.2 là, j'avoue que c'est là, comme ça, intégré. Du coup, je vais répondre. Merci. En fait, c'est assez simple. Dans la partie excellence et du coup méthodologie, vous allez expliquer concrètement la contribution à votre démarche des expertises SHS. Alors que dans la partie 3, vous justifiez votre consortium et la complémentarité des équipes. Et du coup, si des équipes SHS sont requises, vous devez bien expliquer comment ils s'intègrent dans votre consortium. Mais ça, c'est dans la partie 3, c'est vraiment vous expliquer l'équilibre et la complémentarité des partenaires. Alors que dans la partie 1, vous allez justifier dans votre méthodologie, vos work packages, vos tâches, vos objectifs, etc. En fait, comment ces expertises contribuent. Donc, finalement, c'est deux parties très complémentaires. C'est de la même manière que pour les autres disciplines, en fait. C'est pas la même chose expliquer simplement dans la partie 3 pourquoi vous avez tel ou tel partenaire, et dans la partie 1, vous développez vraiment votre méthodologie. Merci Alexandra, les petits soucis de micro. Ensuite, sur H2020, il serait utile d'avoir, comme sur H20, la liste des évaluateurs. Fanny, Marion, peut-être préciser par rapport à l'attente En fait, oui, je pense qu'ils font la personne fait référence effectivement à la liste des experts évaluateurs qu'on trouve sur le portail du participant et qui avant était une liste beaucoup plus complète et maintenant pour des raisons de RGPD, on n'a plus que le nom, je ne sais plus quelle autre information voilà. Mais ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faudrait remonter à la commission, mais quand on l'a, je pense, fait, voilà, il a été dit que c'était pour des raisons RGPD qu'on avait limité les infos sur les experts. D'accord, ok. Merci Fanny. Dommage de ne pas avoir également les dimensions de l'âge, de l'accessibilité aux personnes, les différences socio-culturelles. Après, l'Union européenne vise la lutte contre toute discrimination. Donc ensuite, vous pouvez aussi développer en ce sens le projet. Hein. Il y a les grands principes transversaux de l'Union hein, sur le développement durable, sur l'égalité des genres et lutte contre les discriminations. Ça peut faire partie aussi de votre projet, d'une spécificité. Faut-il inclure l'aspect transgenre, cisgenre et non-binaire dans la partie genre? Alors, je pense, sous couvert de Fanny et Marion, je pense que quand on déclare dans la partie consortium le nombre pour compter la parité homme-femme, je pense que les gens qui se déclarent non-binaires, ça ne compte pas dans le quota. Et on ne peut pas se servir de ce paramètre pour masquer un petit peu un problème de parité. Après, faut-il inclure l'aspect transgenre et cisgenre et non-binaire dans la partie genre? Je suppose que vous voulez aussi parler dans la partie recherche. Si vous avez des questions, comme on doit tout intégrer, notamment tout ce qui constitue l'histoire d'une personne qui peut influencer son acceptation d'une technologie ou la co-création de savoir, ben peut-être qu'effectivement, on peut intégrer aussi cette dimension de cisgenre et de transgenre dans la recherche. Ça au sens très large pour moi. Mais peut-être que Fanny et Marion ont aussi des précisions à apporter à cela. Mais franchement, c'est nouveau. Donc là, c'est touchy hein, comme question.
Oui, sur l'intégration de cette dimension de genre, là, dans la méthodologie de recherche, pourquoi pas une nouvelle fois si votre projet s'y prête. Après, il faut distinguer du coup l'intégration de la dimension de genre dans la partie excellence et effectivement ce que Marilyn avait commencé à mentionner, c'est-à-dire dans la description des personnes qui participent au projet, on a une nouvelle case dans Horizon Europe. La personne peut dire si elle est un homme ou une femme ou non binaire. Donc c'est une nouveauté que propose la Commission européenne, mais c'est vrai que dans cette fameuse comptabilisation du nombre d'hommes et du nombre de femmes dans les projets et ce nouveau critère de répartition des propositions qui auraient eu un score équivalent, c'est vrai que c'est surtout la différence entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes qui est pris en compte. Mais ça permet aux personnes non binaires de se déclarer comme telles. Merci Marion. Donc, je vois qu'on est en train de dépasser le temps dédié à ce webinaire. Je vois une question sur le Do Not Harm. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce point dans le cadre de ce webinaire et ça pourrait faire partie d'un exercice ultérieur. Je ne sais pas si... moi, je n'ai pas d'éléments à vous apporter, hein, mais il y a des éléments sur le site et les ressources juridiques et financières de notre site sur cette question-là. Et est-ce que l'intégration des SACES, toujours explicitement demandée dans les appels, est-ce qu'on doit systématiquement les intégrer? Si c'est demandé, il faut les intégrer. Oui, si c'est attendu par la commission, si c'est explicitement écrit comme quoi il faut collaborer et associer les SHS, il faut vraiment l'intégrer, sinon vous ne répondrez pas aux attentes du topic. En fait, pour compléter, parce que du coup, je n'ai pas compris la question de la même façon. En fait, quand elles sont obligatoirement attendues, c'est indiqué clairement dans l'appel. De fait, c'est indiqué dans un très grand nombre de topics. Mais ce sera mentionné dans l'appel si c'est une obligation. Mais de fait, c'est mentionné très souvent. Ok, merci pour la relecture de la question. Pour une organisation qui a beaucoup proposé, pensez-vous qu'un traitement automatisé des données des ESR pourrait faire sens? Je pense que tout travail de relecture fine peut être important, notamment si on compare le vocabulaire utilisé par l'évaluation. Après, je pense qu'il faut aussi, je vous laisse juste là-dessus, hein, c'est savoir quelle est l'énergie où vous voulez mettre dans la construction de ces projets européens qui sont déjà assez lourds. Donc, et savoir la chance que vous voulez maximiser pour être lauréat. C'est vrai que tout ce qui peut valoriser le travail et enrichir un projet est pertinent, mais après, c'est vrai que j'aurais tendance à dire aussi pas monter des usines à gaz, faites en fonction de votre stratégie et des moyens que vous pouvez y contribuer. Et il a été question de lecture entre les lignes. Quels sont les éléments principaux de ces lectures entre les lignes? Dans les ESR, j'entends souvent, la lecture entre les lignes, je l'entends souvent quand on présente les topics, comme un peu les attentes un peu pas masquées, mais un peu cachées de la commission. Alors sur les évaluations, je ne sais pas si Marion, Alexandra ou Fanny pourraient enrichir. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. En fait, ce qu'on a dit, c'est tel que je comprends la question, c'est qu'on vous l'a dit, on a dit que c'était des propos plus généraux. Les évaluateurs ne doivent pas faire de recommandations. Le langage est très policé, donc séquenceuse est très lissée. Quand on vous dit que c'est bien, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour être sélectionné. C'est quelques éléments qu'on a commencé à voir avec vous. On pourrait faire une autre séance qui serait vraiment dédiée au vocabulaire. Mais c'est en ce sens-là que c'est lire entre les lignes, c'est plutôt comprendre justement derrière ces généralités ce qu'il peut y avoir et comprendre aussi le sens des adverbes ou des adjectifs. Merci, on a commencé à prendre des exemples, voilà, peut-être ça mériterait une session vraiment sur ce travail de vocabulaire. Mais on a déjà pas mal dépassé, donc peut-être il faudrait voir... en tout cas, moi, je vais devoir enchaîner. Je suis déjà en retard sur notre réunion et sûrement beaucoup de personnes qui assistent au webinaire.
Peut-être on ne pourra pas répondre à toutes les questions du slide. Justement, je te remercie Alexandra donc juste sur l'évaluation du webinaire et en vous remerciant pour votre contribution. Donc 3 petites questions, tout simplement, sur des pistes ensuite pour mieux comprendre vos attentes. Et je vois la question, il y aura un lien, le webinaire a été enregistré et le webinaire, le replay sera accessible sur notre site et ainsi que la présentation, et on vous communiquera, quand ça sera déposé sur notre site, on vous communiquera l'information. Donc, merci. Voilà, alors oui, juste pour voir un peu dans quelle orientation proposer notre nouveau dispositif, enfin de nouveaux dispositifs. Donc, je vois que le storytelling arrive en force, mais j'attends que d'autres personnes commencent à répondre aux questions. Après, si vous avez d'autres propositions, on a encore une petite question ensuite à suivre, juste pour voir quelles sont les autres propositions qui vous seraient pertinentes. Bon, il y a j'entends la question de vocabulaire qui est également importante. Voilà. En tout cas, donc je pense qu'on peut passer juste à la dernière question pour les personnes qui veulent préciser autre, s'ils en ont le temps et la possibilité. Et puis, en attendant que les gens remplissent, s'ils ont la possibilité, je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce webinaire et de votre écoute. Et puis, on reste à votre disposition pour pouvoir enrichir nos webinaires et nos ateliers, et puis pour travailler en ce sens, pour vous accompagner dans le montage de projet. Donc, spécificité du cluster 5, green, le vocabulaire. OK. Spécialité du code. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.